Bienvenue sur la chaîne Contes du Sommeil. Ce soir, je vais vous raconter l'histoire de la disparition soudaine et mystérieuse d'une jeune femme pleine de vie. Ce qui a commencé comme une simple dispute de couple s'est transformé en un cauchemar dont personne n'a encore vu la fin. Restez avec moi jusqu'au bout car les détails de cette affaire sont aussi déroutants que tragiques et de nombreuses surprises vous attendent. Kelly est née le 2 mars 1993 à Bend, une charmante ville de l'État de l'Oregon, aux États-Unis. En 2016, à l'âge de 23 ans, Kelly était une jeune femme magnifique et dynamique. Elle travaillait comme assistante dentaire et poursuivait en parallèle ses études au Central Oregon Community College. Au premier abord, on pouvait la percevoir comme une fille forte avec beaucoup de caractère, mais ses proches savaient qu'elle était en réalité une âme rêveuse, passionnée par le dessin et la poésie. Ses parents avaient divorcé et s'étaient remariés quand elle était jeune, mais Kelly entretenait d'excellentes relations avec eux deux et leurs nouvelles familles respectives. Elle était également très proche de ses 4 demi-frères. Ses amis et sa famille la décrivaient comme la personne la plus joyeuse et heureuse qu'ils connaissaient. Kelly avait toujours un grand sourire pour tout le monde et débordait d'une énergie contagieuse. Elle vivait avec Cameron, son petit ami, dans un appartement. Ils étaient ensemble depuis environ 2 ans. Comme beaucoup de jeunes couples, ils avaient parfois des disputes futiles, mais dans l'ensemble, leur amour était sincère et ils étaient plutôt heureux. Le soir du 23 juillet 2016, un samedi, Kelly avait prévu d'assister à l'enterrement de vie de jeune fille d'une amie. Elle s'est maquillée, a enfilé une jolie tenue et s'est préparée pour la fête qui avait lieu au The Loft, un bar de la ville de Bend, non loin de son université. Elle a d'abord déposé sa voiture chez une amie, puis elles ont toutes pris un taxi pour se rendre dans ce bar très populaire de la région. L'ambiance était à la fête, elles ont bu quelques verres, joué à des jeux et se sont mises à danser. Tout le monde passait un excellent moment. À un moment donné, un homme dans le bar a invité Kelly à danser. Ayant déjà un peu bu et étant de très bonne humeur, Kelly a accepté avec plaisir. Elle a dansé un moment avec cet homme, puis avec d'autres amis présentes à la soirée, sans y prêter plus d'attention. Cependant, un ami de Cameron se trouvait également au bar. Cette personne a immédiatement envoyé un message à Cameron pour lui raconter que Kelly venait de danser avec un inconnu. Peu après minuit, la fête a commencé à se terminer. Tout le monde était un peu éméché, alors ils ont tous pris des taxis pour rentrer. Kelly a appelé Cameron pour lui demander de venir la chercher. Un peu plus tard, Cameron est arrivé, mais à peine était-elle montée dans la voiture qu'il l'a bombardée de questions sur sa danse avec cet homme. Ils ont commencé à se disputer violemment pendant tout le trajet du retour. Arrivés sur le parking de leur immeuble, la dispute a continué de plus belle. Elle est devenue de plus en plus vive et Kelly s'est mise à pleurer. On ne sait pas exactement si c'est Kelly qui a voulu rester seule dans la voiture pour se calmer ou si c'est Cameron qui, énervé, est sorti en la laissant là. Ce qui est certain, c'est que Cameron est entré dans l'appartement le premier, laissant Kelly seule dans la voiture. 10 minutes plus tard, Cameron est retourné pour faire la paix et la convaincre de rentrer. Mais elle n'était plus là. Cameron lui a envoyé un message lui demandant où elle était. Kelly a répondu, disant que son téléphone était sur le point de s'éteindre. Cameron lui a dit de rentrer, mais elle semblait toujours en colère. Peu de temps après, Kelly a éteint son téléphone et n'a plus répondu à aucun de ses messages. Cameron a fait le tour du quartier en voiture, mais ne l'a trouvé nulle part. Il s'est rendu chez un ami qui habitait à proximité, mais Kelly n'y était pas non plus. Il a alors appelé Julie, la mère de Kelly, qui lui a dit que sa fille ne l'avait pas contactée, ni elle, ni personne d'autre dans la famille. Julie s'est empressée d'appeler sa fille à son tour, mais sans succès. À ce moment-là, tout le monde espérait encore que Kelly était simplement allée chez une amie, mais chaque heure qui passait transformait leur inquiétude en angoisse. Le matin du 24 juillet, Cameron a décidé d'appeler la police. « Cameron? Bonjour, je ne sais pas si j'appelle le bon numéro, mais... Hier soir, j'étais dans un bar avec ma copine. Elle s'est énervée contre moi et elle est partie. J'ai essayé de la retrouver, mais impossible. Son téléphone n'a plus de batterie. J'ai appelé sa famille, mais ils n'ont aucune nouvelle non plus. Je ne sais pas quoi faire. Police. D'accord, nous allons envoyer quelqu'un pour la chercher. Où l'avez-vous vue pour la dernière fois? Kelly, dans notre résidence. D'accord, dans l'appartement ou ailleurs?
Sur le parking, vers 1h du matin. Elle était en colère contre moi, alors je suis rentrée et je lui ai dit de me rejoindre quand elle se serait calmée. Je suis ressortie 10 minutes plus tard et elle était partie. Je l'ai appelée plusieurs fois et elle m'a dit qu'elle marchait dans la rue. Puis elle a dit que son téléphone allait s'éteindre. Après ça, impossible de la joindre. On se demandait qui est-elle? Quel est son nom? La mystérieuse disparition de Kelly s'est répandue comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux. Des centaines de volontaires se sont mobilisés pour aider aux recherches et distribuer des avis de disparition. Le petit ami de Kelly fut le premier à être interrogé par la police, mais il a été rapidement écarté de la liste des suspects. Les amis de Kelly, présents à l'enterrement de vie de jeune fille, ont également été questionnés, mais n'ont pu fournir aucune information utile. L'attention des enquêteurs s'est alors portée sur l'homme qui avait dansé avec Kelly au bar cette nuit-là. Mais il était tout aussi choqué que les autres d'apprendre sa disparition. Il a affirmé qu'il n'avait dansé que quelques minutes avant qu'elle ne retourne auprès de ses amis et qu'il ne l'avait jamais revue. L'inquiétude grandissait, surtout pour Julie, sa mère. Elle a confié plus tard que dès l'instant où elle a appris la disparition de sa fille, elle a eu un terrible pressentiment. La police était également incapable de localiser le téléphone de Kelly, car il avait été éteint. 24 heures s'étaient écoulées depuis sa disparition et les enquêteurs n'avaient toujours aucune nouvelle piste. C'est alors qu'un témoin inattendu est apparu, faisant basculer toute l'affaire. Ce témoin était Isabelle, une jeune recrue du département de police de Bend. Le lundi 25 juillet, vers midi, Isabelle s'est présentée au commissariat, non pas pour prendre son service, mais pour signaler le comportement extrêmement étrange de son mari. Isabelle a raconté que les agissements bizarres de son mari avaient commencé à son retour tardif, après son service de nuit, le dimanche. Son mari était Edwin Lara, âgé de 32 ans. Edwin travaillait comme agent de sécurité au Central Oregon Community College, où il effectuait des rondes en voiture de patrouille. Isabelle a expliqué que le dimanche matin, ils étaient allés à l'église, puis au cinéma, mais Edwin s'était montré très distante toute la journée. Quand elle lui a demandé ce qui n'allait pas, il a refusé de lui répondre. Le lendemain matin, Isabelle a trouvé Edwin les yeux rouges, en larmes. Après avoir insisté, il a fini par avouer. Il lui a dit qu'il avait accidentellement percuté et ôté la vie à une femme en rentrant chez lui. Mais Edwin a juré que c'était un accident, qu'il faisait trop sombre et qu'elle était vêtue tout en noir, ce qui l'avait empêché de la voir. Pris de panique en découvrant qu'elle ne respirait plus, il avait caché son corps. Edwin a également avoué que certains effets personnels de Kelly étaient cachés dans leur abri de jardin, avant de prendre la fuite en voiture avec l'une des armes à feu d'Isabelle. Quand Isabelle a ouvert la porte de l'abri et a découvert le sac de la malheureuse victime, elle s'est effondrée en larmes. La police est immédiatement arrivée au domicile du couple et a trouvé exactement ce qu'Isabelle avait décrit. Les papiers d'identité de Kelly, son portefeuille, ses chaussures, une pierre ensanglantée et une touffe de cheveux arrachés. Plus troublant encore, ils ont découvert des recherches sur un tueur en série nommé Andreas. L'histoire d'Edwin ne tenait absolument pas la route. Les preuves découvertes sur place laissaient entrevoir un plan bien plus sombre et macabre qu'un simple accident de la route. À ce moment-là, Edwin était en fuite et un mandat d'arrêt fédéral a été lancé contre lui. Après avoir quitté son domicile ce matin-là, il s'est rendu chez ses parents à Redmond pour changer de véhicule. Il a laissé sa voiture et a pris leur Subaru. Edwin a ensuite conduit jusqu'à Salem et s'est garé devant un supermarché. Là, dans le parking désert, il a repéré une jeune femme seule dans sa voiture. C'était Andrea, 19 ans. Elle venait de terminer son service et s'apprêtait à rentrer chez elle, sans savoir qu'elle venait d'entrer dans le viseur d'un prédateur. Edwin est monté du côté passager, a pointé une arme sur Andrea et lui a hurlé de démarrer et de conduire. Edwin a forcé Andrea à conduire en direction de la Californie. Après 3 heures de route, il lui a ordonné de s'arrêter dans un motel. Il l'a obligée à se faire passer pour sa petite amie. Une fois dans la chambre, il a menotté Andrea au lit et l'a contrainte à prendre des somnifères. C'est à ce moment précis que l'alarme du téléphone d'Andrea a sonné. Avec une présence d'esprit remarquable, Andrea a dit qu'elle souffrait d'une maladie transmissible et que l'alarme était un rappel pour prendre ses médicaments. Elle espérait que cela le dissuaderait de l'agresser et heureusement, son plan a fonctionné. Edwin ne lui a pas fait de mal.
Edwin semblait de plus en plus anxieux, incapable de tenir en place. Vers 1h30 du matin, il a décidé de quitter le motel. Ils ont repris la route en direction de la Californie, mais la voiture d'Andrea, un vieux modèle, est tombée en panne sur l'autoroute. Ils ont été contraints de s'arrêter dans un autre motel à proximité. C'est là qu'Edwin a aperçu un homme âgé, Jack Levy, debout à côté de sa voiture. Edwin est sorti du véhicule avec l'intention de la lui voler, mais Jack a résisté en criant à l'aide. Edwin lui a alors tiré une balle dans l'abdomen avant d'entraîner Andrea dans sa fuite. Heureusement, Jack a pu être soigné à temps et a survécu. Mais cet échec n'a pas du tout découragé Edwin. Il a alors jeté son dévolu sur une autre voiture, occupée par une femme âgée et ses 2 petits-fils. Il a pointé son arme sur la grand-mère, la forçant à conduire vers le sud sur l'autoroute Interstate 5. Andrea était toujours là, captive, emportée dans ce nouveau cauchemar. Edwin a alors annoncé aux otages qu'il voulait leur raconter une histoire. Personne n'en avait envie, mais il a insisté. Il s'est vanté d'avoir mis fin au jour d'une fille à Bend et d'avoir tiré sur un autre homme en banlieue, expliquant que c'était son passe-temps. Puis, Edwin a décidé de libérer la femme et ses 2 petits-fils sur le bord de la route, forçant Andrea à continuer de conduire. Par miracle, ils étaient tous les 3 sains et saufs, bien que profondément choqués. Edwin a exigé qu'Andrea sorte son téléphone et a commencé à se filmer. Il voulait qu'elle publie la vidéo sur Facebook avec la légende « Meurtrier en fuite et ravisseur ». Vers 6h40 du matin, alors qu'il roulait près de Redding, en Californie, Edwin a soudainement décidé d'appeler la police pour se rendre. La voiture roulait à plus de 160 km/h, mais la police les a rapidement rattrapés et arrêtés. Au poste, Edwin a d'abord raconté la même histoire qu'à sa femme. Il aurait accidentellement percuté Kelly avec sa voiture. Il a prétendu l'avoir ensuite étranglée parce qu'elle n'arrêtait pas de crier. Mais après des heures d'interrogatoire, pour le pousser à dire la vérité, Edwin a finalement avoué. Voici la terrible vérité. Ce soir-là, Kelly avait quitté la voiture de Cameron et marchait seule près du campus. Edwin l'a repérée et l'a suivie dans sa voiture de patrouille de l'université. Il s'est approché d'elle et lui a proposé de la raccompagner. Ce n'était pas inhabituel, les agents de sécurité du campus aidaient souvent les étudiants qui rentraient seuls des bars. De plus, et c'est un détail crucial, la voiture de patrouille du Central Oregon College ressemblait étrangement à une voiture de police, tout comme l'uniforme des agents. Que Kelly ait su qu'il était un agent de sécurité ou qu'elle l'ait confondu avec un policier, une chose est sûre, elle lui a fait confiance et s'est sentie en sécurité en montant dans son véhicule. Mais la voiture de patrouille était conçue comme une vraie voiture de police. À l'arrière, pas de banquette, mais une cage grillagée. Dès que Kelly a franchi la portière, elle était complètement piégée. Une fois à l'intérieur, Edwin a dit à Kelly qu'il voulait une relation intime avec elle. Aux enquêteurs, il a prétendu avoir pensé qu'elle était une travailleuse du sexe. Lorsque Kelly, outré, a refusé catégoriquement, il a paniqué à l'idée qu'elle le dénonce à l'université et qu'il perde son emploi. C'est alors qu'il a conduit Kelly dans un terrain vague et l'a agressée. Pendant leur lutte, il s'est emparé d'une grosse pierre et l'a frappée à la tête à plusieurs reprises avant de l'abandonner sur place. On ne sait pas si Kelly était déjà sans vie ou si elle respirait encore lorsqu'il l'a laissée seule dans cet endroit désolé. Cette pensée seule est terrifiante et obsédante. Il est ensuite retourné sur le campus, a changé de voiture, puis est revenu sur les lieux du drame. Il a placé le corps de Kelly dans un grand sac poubelle et l'a transporté ailleurs pour mieux le dissimuler. La police a retrouvé la première voiture qu'Edwin avait utilisée. À l'intérieur, plusieurs notes manuscrites. L'une disait « L'endroit où je l'ai tué est au parking B12. Je l'ai percuté près de l'université. » Une autre « Cette note est pour dire que je suis désolée de lui avoir pris la vie. » Les enquêteurs se sont précipités vers un canyon près de la route 126 et c'est là que le corps de Kelly Royal a finalement été découvert. L'autopsie a révélé que la cause du décès était un traumatisme par objet contondant. L'examen a également montré des marques de strangulation, de multiples fractures du crâne et des signes d'agression à caractère sexuel. L'avocat d'Edwin a bien tenté de plaider la folie, évoquant des troubles neurologiques et psychologiques, mais les juges n'ont pas été dupes. 6 mois après le drame qui a coûté la vie à Kelly, Edwin a finalement plaidé coupable, une manœuvre désespérée pour échapper à la peine capitale. En janvier 2018, la sentence est tombée.
2 peines de prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle pour le meurtre de Kelly et l'enlèvement d'Andrea. Le grand-père de Kelly, consumé par la colère, a livré un témoignage poignant au tribunal. Il a dit « L'an dernier, j'avais 3 vœux. Le premier, que ma Kelly revienne en pleine santé et reprenne le cours de sa vie. Le deuxième, que cette ordure soit condamnée à la peine capitale pour ce qu'il a fait à ma Kelly. Et le troisième, que la loi me le livre pour que je m'en occupe moi-même. » Julie, la mère de Kelly, a ajouté qu'il avait échoué dans sa tentative de faire taire sa fille. Sa disparition a, au contraire, soudé la communauté, qui a créé une bourse d'études en sa mémoire. Andrea, quant à elle, a déclaré avec une force incroyable qu'elle n'était pas une victime, mais une survivante, et qu'elle espérait qu'il pourrirait en prison. Après ces témoignages bouleversants, Edwin a imploré le pardon et s'est mis à prier. Mais peut-être que seul Dieu pouvait encore écouter ses prières et lui pardonner. L'épouse d'Edwin, Isabelle, a demandé le divorce et a démissionné de la police. Elle a confié que ce n'était pas une décision facile, mais qu'elle ne pouvait tout simplement plus continuer à exercer ce métier. La famille de Kelly, de son côté, a intenté un procès contre le collège communautaire de l'Oregon pour ne pas avoir vérifié correctement les antécédents d'Edwin. Le procès a également souligné que les voitures de patrouille de la sécurité du campus ressemblaient beaucoup trop à celles de la police et que les agents de sécurité portaient des uniformes quasi identiques. Cette confusion délibérée pouvait encourager les agents de sécurité à abuser de leur pouvoir. Finalement, la famille de Kelly a obtenu un dédommagement de 2 millions de dollars de la part du collège. Après cette affaire, le Sénat de l'Oregon a adopté à l'unanimité la loi SP 576, également connue sous le nom de loi Kelly. Ce projet de loi visait à réformer la sécurité et à distinguer clairement les rôles et les pouvoirs de la police et des forces de sécurité sur les campus. Mais comme si le destin s'acharnait, la tragédie a de nouveau frappé la famille Schroyer en 2022, lorsqu'elle a été victime d'un cambriolage. 30 000 $ et de nombreux biens personnels de valeur ont été dérobés, parmi les objets volés. L'histoire de Kelly est un rappel tragique de la façon dont les failles d'un système peuvent mener à l'impensable. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à vous abonner à Contes du Sommeil et à partager la vidéo pour que la mémoire de Kelly ne soit pas oubliée. Quelles sont vos pensées sur cette affaire? Pensez-vous que la justice a été pleinement rendue? Partagez votre opinion dans les commentaires ci-dessous.